Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Bonjour Sylvain Tesson. Bonjour. Alors je rappelle pour les derniers ours français qui seraient encore dans leur grotte et qui ne vous connaîtraient pas, quoique je crois que les ours français vous connaissent plutôt bien, que vous êtes un voyageur by fair means, comme vous dites. C'est un terme qui vient de l'alpinisme, je crois, et qui veut dire que vous utilisez des moyens honnêtes pour parcourir des contrées lointaines comme les forêts de Sibérie, mais parfois aussi seulement lointaines pour nos yeux de consommateurs de routes goudronnées comme sur les chemins noirs. Vos récits de voyage ont été primés. On connaît Une vie à coucher dehors ou Dans les forêts de Sibérie qui ont reçu les prix Goncourt et le prix Médicis. Et dernièrement, le roman La Panthère des Neiges chez Gallimard qui a été honoré du prix Renaudot. Mais d'autres récits ont laissé des traces sur de nombreux lecteurs dont je fais partie. Et je citerai donc Les Chemins Noirs chez Gallimard, L'Axe du Loup, publié en 2004, et évidemment Bérésina qui en fait partie, publié donc, vous l'avez dit Jean-Louis Tremblay, en 2015 aux éditions Guérin-Chamonix. Peut-être une petite précision, c'est cette belle maison d'édition qui réunit de grands aventuriers et les meilleurs récits d'ascension. Et Bérésina, c'est un voyage dans l'espace et dans le temps d'une équipée d'amis russes et français. On reviendra sur cette amitié franco-russe qui rejoue cette retraite de Russie de l'armée napoléonienne, 4000 km en moto-sidecar Oural, il faut le préciser, de Moscou à Paris, 2 siècles après la terrible épreuve qu'a alors dû affronter la Grande Armée. Alors, cette année, donc, Bérésina est adapté en bande dessinée par ce dessinateur dont vous avez parlé, Virgile Dureuil. Un ouvrage qui joue sur le passé et le présent, sur la neige d'hiver et le verglas d'aujourd'hui, sur les grognards napoléoniens et sur les Français modernes, sur l'admiration russe pour Napoléon et sur notre mépris de la Russie. Alors Sylvain Tesson, pour commencer, peut-être une question géographique, puisque vous connaissez bien la géographie. Vous aviez écrit il y a un temps, il y a des plaines et des vallées que la géographie semble avoir prédisposées à l'histoire. Alors cette retraite de la Russie, cette histoire terrible de la méconnaissance d'une carte et d'un territoire, est-ce que c'est pas justement une de ces plaines prédisposées dont vous parliez ? Oui, vous avez raison. Il est tout à fait possible que l'immensité russe détermine beaucoup de choses de son histoire. En tout cas pour Napoléon et pour la Grande Armée, c'est fort probable, sans bien sûr verser dans la théorie selon laquelle tout ne serait explicable que par le substrat géographique. Et bien malgré ça, il est fort probable que l'un des malheurs qu'a rencontré la Grande Armée lors de son retour en France, c'est la double action, le double effet de l'immensité géographique auquel s'est conjugué les froids terribles de l'hiver 1812. Ça n'explique pas tout. Le général Hivert n'est pas le seul vainqueur de la campagne de Napoléon. Le général Hivert n'est pas la seule vertu qui est venue à la rescousse des Russes, mais très certainement l'effet combiné, l'effet géographique combiné du froid et de l'immensité a été pour quelque chose dans la déconfiture de la Grande Armée. Il y a aussi une vision de cette guerre moderne selon Napoléon. Selon lui, une bataille remportée est une guerre gagnée, on va dire. Il arrive un peu en vainqueur à Moscou et finalement, il prend les mains de la capitale. Elle est vide et il pense avoir gagné. En fait, il est dans une pensée de vainqueur, alors qu'en fait, c'est maintenant que tout se joue et qu'il aurait dû préparer la suite. Mais là encore, nous en revenons à la géographie, il n'arrive nulle part. Puisque très aisément, tout est vide. C'est ça, très aisément, militairement, il réussit à enfoncer son coin de métal, si je puis dire, dans l'immensité russe. Il arrive à Moscou, mais il n'y a plus rien à Moscou, puisque les Russes ont pratiqué la politique de la terre brûlée. Le gouvernement s'est réfugié, s'est réinstallé plutôt que réfugié, d'ailleurs, s'est réinstitué à Saint-Pétersbourg, et il conquiert une capitale en feu. Et à ce moment-là, il attend. Et il ne dépêche rien. Et les Russes se refusent à lui, finalement. Et c'est plus un travail d'escamotage et de dérobade qui est en fait la stratégie géniale des Russes à ce moment-là, et que Napoléon va à nouveau rencontrer dans sa route de retour, au point que les stratèges et les historiens, d'ailleurs, ont forgé, ont exhumé plus exactement une expression anglaise que moi j'aime beaucoup parce que j'y vois une sorte de principe de vie qui s'appelle l'escapisme.
C'est-à-dire que quand vous êtes confronté à un problème, vous n'avez pas 36 solutions. Soit vous foncez dans le tas tête baissée, et puis alors à ce moment-là, ça donne des résultats plus ou moins glorieux, qui vont de la solution, de la résolution des problèmes jusqu'à la fracture du crâne. Soit vous contournez le problème, soit vous faites demi-tour. Ça, c'est ça l'escapisme. Et les Cosaques de la Grande Armée, les Russes, de l'armée russe, que Napoléon a essayé de rencontrer pour se livrer à des contacts qui auraient permis justement à la bataille de s'établir, eh bien, les Russes refusaient à chaque fois la confrontation et disparaissaient en se servant de cette capacité de vaporisation dans l'immensité, dans l'étendue russe. Et c'est bien que, après avoir conquis une ville en cendres, Napoléon s'est trouvé harcelé par une armée de fantômes. Et tout ça a contribué à la dilution progressive de l'immense force française. Oui, effectivement, parce que d'abord, je voudrais revenir sur un point de l'histoire qui, malheureusement, très et trop réécrite actuellement par n'importe qui et sur n'importe quoi. Lorsque l'empereur décide de lancer la Grande Armée, 450 000 hommes, 20 nations tout de même, véritable armée européenne, à l'assaut de l'immensité russe, ce n'est pas parce qu'il est victime d'un quelconque hubris. Il n'est pas dans la mégalo des mesures. C'est simplement parce que celui qu'il croyait son allié, le tsar Alexandre, a trahi ses engagements de la paix de Tilsit, 5 ans plus tôt. C'est-à-dire que Napoléon lui avait octroyé une paix impériale, on va dire, c'est-à-dire où finalement la Russie s'en sortait très bien. En contrepartie, la Russie devait se tenir éloignée de Londres. Or, entre-temps, Alexandre a ouvert ses ports aux bateaux anglais. Bien, c'est la rupture du contrat. Napoléon décide d'entrer en Russie. Et effectivement, il y a cette tactique adoptée par tous les commandants en chef de l'armée russe, qui est l'escapisme, du verbe anglais to escape, hein, s'évader, et qui aboutit à ces catastrophes, que, comme je l'ai dit, 450 000 hommes au départ, sur ceux qui quittent Moscou trop tard, du reste, puisque pour nous c'est encore tôt, c'est en octobre, n'est-ce pas Sylvain ? Mais pour la Russie c'est déjà trop tard. Et là c'est encore une méconnaissance du territoire malgré tout. Et c'est une méconnaissance, mais il n'y en a déjà plus que 150 000 qui quittent Moscou sur les 450 000 partis de l'ouest de l'Europe. Je ne dis pas de France, puisqu'il y avait des contingents de partout, de Pologne d'ailleurs. Mais, et combien en reviendront ? Peut-être, en tout cas, moins de 50 000, moins de 10%. Alors, ce que je veux simplement dire sur cet aspect, et pour revenir à la BD, tout ça est abdiablement, il ne faut pas penser que c'est une BD historique. C'est quand même l'histoire de 5 copains qui, sur plusieurs sidecars, ouais. Dont les 3 Français sur le même, une orale, dite la Vroom Vroom Glouglou, parce que c'est la seule qu'on peut piloter avec de la vodka dans le sang. Quand même, peut-être voilà. Juste, une parenthèse allez-y. Sur la sidecar fleuron orale. De l'industrie soviétique, comme le dit Sylvain. Voilà, mais je laisse parler, c'est lui le technicien. Voilà, Sylvain Tesson, racontez-nous l'Oural et en quoi c'est symbolique. Non, mais vous avez raison l'un et l'autre de préciser qu'il s'agit d'abord d'une histoire d'amitié et d'un voyage d'aventure et éventuellement d'une célébration de la mémoire de ce qu'on peut appeler les fantômes de 1812, ce qui reste en nous de cette épopée qui ne fut pas qu'une épopée tragique, qui fut aussi une épopée de gloire, de rêve et de littérature. C'était donc d'abord un voyage, une aventure d'amitié. Et loin de moi l'idée de me prétendre la moindre compétence en stratégie napoléonienne, en histoire de la Grande Armée et en géopolitique impériale. Mais, cela dit, je me suis appuyé beaucoup sur les écritures, qui ont été nombreuses, parce que, comme vous le savez, la geste impériale de Napoléon est probablement dans l'histoire l'un des épisodes historiques qui a donné lieu au plus grand nombre de plus de livres qui ne s'est écoulé de jours puissamment, dit Jean Tullard, le pape des études napoléoniennes. C'est ça.
il y a une production de bibliothèque absolument incroyable, qui va des éléments stratégiques des combats napoléoniens jusqu'à, je sais pas quoi, un inventaire des petites cuillères dans les malles emportées par les artilleurs de polonais, quoi. Enfin, tout ça pour dire que vous avez raison de dire qu'il y avait l'amitié, il y avait l'aventure, il y avait le souvenir. Alors après, sur le sidecar, vous me posez des questions. D'abord, moi, je dis pas sidecar, parce qu'il y a un mot français que je trouve très beau, qui est beaucoup plus simple, qui est motocyclette à panier adjacent. Alors ça a quand même plus de gueule que cette espèce de mot de sidecar dont on ne comprend pas très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire le côté de la voiture, quoi, si on traduit littéralement, quoi. Non, c'est le côté de la charrette. Non, c'est vraiment la motocyclette à panier adjacent. Ce sont des motos qui sont produites à l'identique depuis les modèles des années 1935. La marque Oural porte le nom de sa localisation dans les montagnes de l'Oural. Ce sont des 650 cm3 à double cylindre à plat, avec un cardan, deux roues motrices dans le meilleur des cas. Ce sont des machines qui sidérurgiquement sont très solides, très lourdes. L'acier est très bon. Les circuits électriques sont pas extraordinairement finis, parce que les Russes s'embarrassent assez peu, si vous voulez, du sens de la finition. Et des détails. Et c'est une moto qui résiste très bien à l'hiver et qui est très facile mécaniquement, est très facile à réparer. On accède tout de suite au corps, aux pièces vives de la mécanique. Visiblement, vos amis russes avaient quelques difficultés par moment. C'est ça, parce que alors nous étions, il faut peut-être rappeler l'équipe, nous étions 5 personnes. J'étais accompagné de mon ami Thomas Guasque, ami Jean-Luc Tremblay, photographe, qui très souvent publie dans le Figaro Magazine, qui d'ailleurs a réalisé un reportage qui a été publié dans le Figaro Magazine. J'étais accompagné de Thomas Guasque, j'étais accompagné de Cédric Gras, compagnon, géographe, écrivain, très grand ami de la Russie, Russie dans laquelle il a vécu, Russie dans laquelle il a travaillé dans les services diplomatiques de diffusion de la langue française, y compris dans l'extrême-orient russe. Il a une très très bonne connaissance du territoire. C'est un très bon camarade qui m'a suivi pendant ce voyage. Et puis, nous étions accompagnés de 2 Russes qui se qualifiaient eux-mêmes de l'expression de ouralistes radicalistes. C'est-à-dire que c'était vraiment des pilotes d'Oural, mais qui ne craignent rien. S'il faisait moins 30, c'était pour eux le moment où il fallait accélérer. Sauf que, comme toujours, plus on est spécialiste, plus on travaille à la sophistication des machines qu'on emploie, et moins ça marche. Et alors, ils s'étaient mis en tête, je sais pas quoi, de bricoler des pièces extrêmement sophistiquées et élaborées. Moyennant quoi, on a pris 3 jours d'avance. Ils ont mis beaucoup de temps à nous rattraper. Et nous avons établi la jonction à Smolensk. Alors, je voudrais justement parler encore de cette très belle amitié qu'on ressent terriblement quand on vous lit avec ses amis russes, et puis on peut aller plus loin de votre attirance pour la Russie. J'ai l'impression que pour vous, et je vais vous poser plusieurs questions en même temps, j'ai l'impression que pour vous, la Russie, c'est une terre de liberté. Ce qui peut paraître paradoxal pour les Français aujourd'hui. C'est pas vraiment le mot liberté qu'on entend quand on entend Russie aujourd'hui. Comment vous pouvez expliquer ça ? Non, c'est une terre bien sûr de liberté pour le voyageur. C'était tout à fait indéniable pour la très simple raison que le territoire n'a pas subi cette espèce de coercition administrative qui fait que dans nos régions du petit jardin potager de l'Europe de l'Ouest, où nous sommes si nombreux sur des territoires si petits, depuis si longtemps anthropisés, si cultivés, si tellement labourés, tellement urbanisés, tellement asphaltés, eh bien pas un mètre carré ne répond à une directive, avec un feuilletage administratif de gestion et d'aménagement du territoire qui va des décisions d'édiles municipaux jusqu'aux décisions de commission européenne, en passant par le préfet, l'aménagement de l'agglomération de communes, la région, le département. Enfin, si bien que on se sent d'une certaine manière pris en étau, presque étouffé, comme l'ours dans sa cage, ou comme la pauvre panthère du Muséum d'histoire naturelle, qui est obligée de tourner pour avoir l'impression d'avancer. Eh bien, voilà ce que nous ressentons quand nous sommes dans nos territoires, puisqu'on dit ça comme ça maintenant.
Vous savez que la technocratie n'emploie plus le mot de campagne, ni de nature, ni de région, ni de province. Quelle horreur! Quand on sort du périphérique, puisque c'est la barbarie au-delà du périphérique, on appelle ça les territoires. Eh bien, lorsque nous sommes dans ces territoires tellement, dans cette marqueterie de territoires tellement aménagés, tellement administrés, on a cette impression d'étouffement. Voilà, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Cette espèce de législation, de folie bureaucratique qui doit trouver un objet pour s'exprimer et qui s'exprime souvent dans cette législation imposée au territoire. Eh bien, en Russie, ça n'existe pas parce que, pour une très simple raison que nous avons évoquée tout à l'heure en parlant de l'immensité. C'est qu'un pays qui se déploie sur 10 fuseaux horaires avec des forêts, des toundras, des taïgas dans lesquels vous pouvez marcher, avancer, vous perdre pendant des jours et des jours, ce qui m'est arrivé lors de précédentes traversées qui n'étaient pas cette fois en Saïka. Eh bien, vous avez cette impression que vous donne le sentiment de pouvoir s'enfuir. Non seulement s'enfuir, là c'est plus de l'escapisme, ne pas s'enfuir dans la nature, mais s'enfuir dans une nature intouchée. Voilà, ça c'est un premier élément de réponse de ce sentiment de liberté. Le second est peut-être dû à une histoire russe, plus récente que la nôtre. La Russie, c'est depuis moins longtemps que nous, constituée en société politique. Donc, peut-être que le feuilletage, la passion de la législation, du droit et de la raison a un tout petit peu laissé les coudées plus franches aux rapports humains. C'est quelque chose qui est tout à fait que l'on éprouve lorsque l'on voyage là-bas. Qu'est-ce que ça veut dire en termes moins abstraits? Ça veut dire que quand vous rentrez dans un bistrot, quand vous rentrez dans une ferme, eh bien vous avez encore des gens qui se parlent en se regardant et qui acceptent de faire les choses que vous leur demandez sans prendre peur, sans se demander s'il n'y a pas d'abord des arsenaux de loi qui les empêcheraient de vous tendre la main et sans commencer la conversation en disant qu'est-ce que je risque si je vous réponds, comment dois-je vous répondre pour être conforme aux directives que m'ont imposées mon autorité centrale et supérieure, et que dois-je dire pour ne pas avoir de problème. Voilà, vous voyez, c'est simple, mais ça fait le sel de la vie et son charme. Oui, et encore, Sylvain Tesson, vous avez fait 4000 km de Moscou jusqu'à Paris, mais ce n'est qu'une partie de la Russie, puisqu'en vérité, dans ces 4000 km, il y a la Russie, la Biélorussie, la Lituanie, la Pologne, l'Allemagne, puis la France. Donc imaginez si Sylvain Tesson était parti avec ses camarades jusqu'à Vladivostok, Kamtchatka, c'était encore une autre Russie. Russie eurasienne. Là, c'est vraiment la Russie européenne. C'est un petit point de Merci, géographie très personnel, mais je voudrais citer Sylvain Tesson pour compléter ce qu'il vient de dire sur les deux points et la notion de liberté en Russie. Effectivement, il a donné deux explications, l'une est géographique et l'autre est sociétale. Une troisième qui est un peu plus politique, je veux dire. Il est avec ses camarades, il neige, il fait très froid, ses camarades russes et français, et il dit « Ah, nous aimions ces Russes. Chez nous, l'opinion commune les méprisait. Ils sortaient de 70 ans de joug soviétique, ils avaient subi 10 années d'anarchie helsinkienne. Aujourd'hui, ils se revanchaient du siècle rouge, revenaient à grands pas sur l'échiquier mondial. Ils disaient des choses que nous jugions affreuses, ils étaient fiers de leur histoire, ils se sentaient pousser des idées patriotiques, ils plébiscitaient leur président, souhaitaient résister à l'hégémonie de l'OTAN et opposaient l'idée de l'eurasisme aux effets très sensibles de l'euro-atlantisme. En outre, ils ne pensaient pas que les États-Unis avaient vocation à s'impatroniser dans les marches de l'ex-URSS. Pouah, ils étaient devenus infréquentables. Oui. C'est exactement ça. Oui, c'est ça. C'est bien écrit, hein. Non, mais c'est difficile pour moi je vais pas opiner du chef à mes propres propos parce que j'aurais l'air d'un cuistre, mais enfin en même temps, je suis d'accord avec tout ce que vous venez de dire. Vous êtes d'accord avec vous-même, Sylvain Tesson. Pour une fois, je suis un être un peu partagé, un peu brisé en tesson, si je puis m'exprimer ainsi, mais là, pour le coup, je suis bien d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un phénomène psychologique très étonnant dans nos sociétés européennes, occidentales très développées, qui est de considérer que l'action selon ses propres intérêts
est devenu un péché. Mm. Pour les Russes, ça ne l'est pas. Enfin, pour préciser, peut-être pas ses intérêts privés, mais de parler d'intérêts nationaux. Oui, c'est ça que je voulais dire, bien sûr. Parce que les intérêts privés, on les connaît bien en général. Bien sûr. Et il allait de soi que j'assortissais au substantif l'adjectif de collectif. Moi, je voudrais vous parler toujours de vos amis russes, notamment, et de cette flamme qu'ils ont, eux aussi, on le sent très bien dans votre récit, pour Napoléon. Et ce n'est pas le cas que de ces deux amis. Hein. Napoléon, c'est un héros en Russie. C'est un héros en Russie pendant que nous avons certaines bandes qui s'amusent à déboulonner les statues. Oui, ils le font modérément parce que, j'ouvre une petite parenthèse, la plupart des statues qui font référence, qui expriment, qui manifestent par exemple l'attachement, les racines chrétiennes de la France, sont des crucifix ou des statues de la Vierge Marie qui se trouvent installées sur le sommet des montagnes. Et donc heureusement, les comités laïques de déboulonneurs agissent plutôt dans les villes et ne prennent pas la peine de monter au sommet des montagnes. Voilà. Alors bon, la question sur Napoléon, oui, les Russes aiment Napoléon pour plusieurs. D'abord, ils aiment toute manifestation de l'autorité. Je ne dis pas de l'autocratisme, mais presque. Alors Napoléon, évidemment, trouve grâce à leurs yeux. Et puis deuxièmement, ce qui s'est passé en 1812 leur a permis d'acquérir une forme de sentiment patriotique. Oui. Alors, il y a eu une union sacrée qui s'est passée quand ils ont vécu ce qui était pour eux, une victoire, dire, une agression. Tout d'un coup, les Russes se sont sentis, non pas pousser des ailes, mais se sont sentis pousser un nous collectif, quelque chose qui les réunissait autour d'un ennemi commun. Et on n'oublie pas, je crois, dans la psychologie d'un peuple, l'objet qui a provoqué une union sacrée. Oui, effectivement, c'est quelque chose qui est frappant en Russie, mais je dirais, c'est beaucoup plus surprenant, ça va peut-être étonner nos auditeurs, mais en Russie, c'est flagrant, on rejoue la bataille de Borodino, il y a des sociétés de reconstitution qui sont très très bien développées. Alors, peut-être juste préciser que pour la Russie, enfin, en tout cas, moi j'ai beaucoup d'amis russes qui me disent que pour la Russie, Borodino est une victoire. En fait, c'est une victoire dans les deux camps, en Russie et en France. Oui, mais ça, c'est la médiocrité humaine qui fait qu'on a toujours tendance à prendre un événement, à le tourner Je crois que, comme l'a dit faveur. Sylvain, tous les accrochages de la campagne de Russie ont tourné à l'avantage des Français, mais c'est pas du tout. Franchement, on n'est pas là pour faire du chauvinisme. Mais voilà, non, mais c'est pour la petite histoire. Oui. C'est simplement parce que c'est la réalité militaire, mais c'est aussi le suprême paradoxe de cette. Moi, je considère que c'est effectivement une épopée parce qu'elle est pleine de grandeur, de courage, de sacrifice et d'esthétique, parce qu'il faut voir à quoi ressemblait la Grande Armée. Je veux dire, mais c'est esthétiquement prodigieux. La diversité des uniformes, les couvre-chefs, l'armement. Mais le paradoxe, si je peux me permettre de vous interrompre, le paradoxe, et vous avez raison d'employer le mot, c'est que Napoléon est allé à la catastrophe en remportant des victoires. Oui. Chaque victoire était une marche qui descendait vers la défaite, ce qui est un principe d'inversion stratégique assez inédit dans l'histoire du monde, et qui est un principe qui ça ressemble presque à une pensée shakespearienne, c'est-à-dire qu'il s'approchait du gouffre, mais en raflant les lauriers. Et il n'a pas réussi à le comprendre, ça, on a l'impression, Napoléon. Ou il l'a compris à un moment donné. Vous qui avez relu toutes ces mémoires, les mémoires de ces aides de camp. Moi, j'aimerais bien rencontrer le type qui me dirait « L'empereur n'a pas réussi à comprendre ce qui est pourtant très très simple à concevoir. » Alors ça serait amusant, parce que ça permettrait de verser un caractère humain au dossier du contentement de soi-même. Mais non, je crois que c'était premièrement un effet recherché par les Russes, et puis deuxièmement un effet du destin aussi, une espèce de fatalité qui l'emmenait vers un endroit où il devait aller, et qui était la rencontre avec l'empereur, mais qui l'attirait dans une espèce de... Était-ce un piège? Était-ce une nasse? Ça semble difficile, parce que si on dit ça, on juge Napoléon, et ça me semble bien impossible de le faire. Oui, je suis d'accord. Bien trop facile de réécrire l'histoire a posteriori. Je voudrais revenir sur la BD en elle-même, parce que elle est conçue à la fois au passé et au présent. Elle est truffée de télescopage historique. J'en prends un sur une planche. On voit
Sylvain pilotait sa motocyclette à côté de l'empereur et Caulaincourt sur leur traîneau, se dirigeant vers Paris. Voilà, il y a des tas de clins d'œil comme ça qui sont très très intéressants. Et qu'on ressent aussi beaucoup, très fortement dans le récit. Alors, j'y venais. Pardon. Et dans le récit, il y a aussi ce télescopage entre deux époques et deux types de Français. Deux espèces de Français. Puis-je le dire sans risquer un procès? Allez-y. Voilà, deux types de Français, c'est-à-dire celui de 1812 et on va dire celui de 2022. Je dis ça parce que j'aime bien les chiffres ronds, ça fait 200 ans. Alors là, j'ai une citation qui va tout résumer. Je vais la dire. Et évidemment, Sylvain ne va pas me contredire puisque c'est lui qui l'a écrite, comme il l'a très bien dit. Mais il cite notamment, alors juste une planche, c'est le pire des passages, c'est entre Smolensk et la Bérésina. Non, là, c'est véritablement, c'est effroyable, c'est l'antichambre de l'enfer, scène d'anthropophagie, etc., etc. Les partisans russes qui les harcèlent et qui se livrent à des atrocités, dépeçage éventuellement, et j'en passe. Et Sergent Bourgogne dit simplement, le Sergent Bourgogne est l'un, le Sergent Bourgogne écrit des mémoires sur la campagne de Russie, et c'est l'un des, enfin, chez les Napoléoniens, c'est évidemment l'un des auteurs fétiches, un petit peu comme Coignet et comme Caulaincourt, dont les mémoires ont servi de vade-mecum à Sylvain pour ce périple. Et Bourgogne dit simplement, voyant toutes ces horreurs, il dit « c'était bien triste ». Point. Voilà, qu'il y a l'euphémisme. Et après, Sylvain dit, mais ils étaient encore capables, tous ces spectres qu'il avait envoyés, peut-être pas en enfer, mais en tout cas dans le purgatoire, quand il passait, il l'acclamait. Et là, réflexion de Sylvain, disons, mais on y reviendra parce qu'on fera le parallèle entre ces deux époques, c'est, il y avait une dernière question, c'est à la fin de la BD. Quel était aujourd'hui le terrain d'expression de l'héroïsme? Ce sont des héros. Une mobilisation générale aurait-elle possible en cette aube du XXIe siècle? Nous ne croyions plus un destin commun. Les hommes politiques balbutiaient des choses dans leur 9 langues à propos du vivre ensemble, mais personne n'y croyait, personne ne lisait plus Renan et nul ne prenait plus la peine de proposer l'idée d'un roman collectif. Roman collectif comme Napoléon l'a fait. Voilà, alors ça, ce que je voudrais un petit peu qu'on revienne sur comment des Français ont été capables de faire ce qu'ils ont fait en 1812 et... Voilà. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui quand on perd 5 soldats en opération au Mali ou en Afghanistan? C'est deuil national. Oui, alors la question du télescopage temporel dont vous parlez, moi elle m'intéresse à plus d'un titre. D'abord parce que c'est à ça que sert l'histoire, c'est à cheminer en compagnie des fantômes et c'est à s'inspirer de ce qui a été afin d'essayer de circuler dans ce qui se déploie devant nous. C'est ça le rapport à l'histoire, le rapport au passé, et le rapport à cette dévotion, à la nécessaire dévotion, au geste de vénération que nous devons faire à ceux qui nous ont précédés. Et alors il se trouve que le dessinateur de la bande dessinée est Virgile Dureuil, parce que je rappelle que c'est une adaptation, c'est vraiment son œuvre. Il a fait une proposition de ce récit, moi que j'avais écrit, de notre circulation en motocyclette, et lui en a donné finalement une version. C'est sa version. Et c'est lui qui a vraiment le talent de ce télescopage des époques, car il réussit dans ses dessins qui parfois se présentent presque comme les séquençages de cinéma. Il réussit comme ça, par le dessin, par la grâce de l'image, à électrocuter, si vous voulez, le courant alternatif du présent et du passé, mais sur la même case. Et c'est ainsi que notre petite motocyclette de 2012 se retrouve en train de remonter les rangs des grognards de 1812. Alors après, sur la question de ce télescopage, évidemment, on pourrait faire le procès de ceux qui se livrent comme ça, ces analogies acrobatiques consistant à mettre en parallèle des époques qui sont séparées par deux gouffres de 2 siècles. Mais une fois qu'on a dit ça, pour prendre les précautions d'usage nécessaires, si vous voulez, à l'acceptation de tout ce qu'on raconte, une fois qu'on a dit ça, on peut quand même considérer que c'est intéressant de faire ça, justement, de voir d'où nous venons et ce que nous sommes devenus. C'est un exercice intellectuel, un exercice psychologique, un exercice peut-être même spirituel.
Et or, oui, en vous entendant parler, j'avais envie de vous dire, ah bah oui, mon vieux Tremblay, nous avons bien changé. Parce qu'effectivement... Ne me prenez pas pour un con quand même. Il est... Ne me prenez pas pour un vieux, mais pas un con. Non, mais... oui, pas même de si 200 je suis votre ans. année, cher ami. Oui, mais pas de 200 ans. Non, mais c'est sûr que notre rapport à la douleur, notre rapport aux autres, notre rapport à nous-mêmes, et notre rapport à la mort, et notre rapport à l'écrit, notre rapport au verbe a changé. Car... c'est là où je veux en venir et c'est ma réponse à votre question. Car dans cette capacité que Napoléon a eue à soulever les foules, à soulever les troupes et à faire accepter à ses soldats vraiment les pires souffrances et une abnégation de tous les jours, eh bien, il y avait dans cette capacité à emmener les hommes, à les tirer vers le pire, c'est-à-dire le froid, la guerre, le sang, la mort. Il y avait une capacité à chanter comme un poète, comme un Aède de l'époque homérique, comme un barde, comme un voyant, comme un prophète, enfin je ne sais pas comment, mais comme un empereur, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il ne leur disait plus on va gérer une start-up nation, quoi. Et c'est vrai que c'est merveilleux de dire ça, parce que c'est très bien, si on gère bien une start-up nation, peut-être que ça peut être tout à fait favorable, mais c'est pas pour ça que vous allez aller supporter une marche de 50 km par moins 30 degrés. Moi, je crois beaucoup à ça m'intéresse beaucoup, moi, la diffusion de l'énergie du verbe dans la conduite des individus et des sociétés. C'est un sujet qui me passionne. La galvanisation par le verbe, la vertu des mots, la capacité d'emportement des discours, je trouve ça superbe et on pourrait faire une émission là-dessus, sur les grands discours qui vont emporter les hommes. Puis Napoléon le faisait, et peut-être que dans cette espèce d'acceptation que vous venez de rappeler du sergent Bourgogne qui, voyant ses pauvres camarades mourir de souffrance, continue à dire c'est bien triste, ce qui peut nous paraître de la froideur ou de la distance ou une espèce de métal et d'insensibilité, était en fait une capacité de croire encore à son rêve, au rêve que l'empereur avait bâti par la grâce et la puissance des mots, malgré la souffrance physique. Voilà. Eh bien, moi, je dis que tout cela est finalement une révérence qui est faite à la littérature. Sylvain Tesson, vous parliez du rapport à la mort. Moi, c'est très douloureux de revenir à chaque fois dans notre société moderne, mais je voudrais quand même vous poser cette question, celle du pass sanitaire, notamment avec notre gouvernement qui, lui, a un drôle de rapport à la mort, puisque par principe de précaution, on nous enferme, on nous empêche d'aller dans certains lieux. Voilà. Sylvain Tesson, sur cette nouvelle façon d'envisager l'espace, on en parlait, et ces interdictions par principe de précaution pour nous protéger, pour protéger notre vie, soi-disant. Oui, les entraves à la circulation des corps, évidemment, moi c'est un sujet pour moi, parce que moi j'ai voué ma vie au mouvement. Maintenant, franchement, si vous voulez vraiment qu'on parle encore une fois, je crois qu'on fait un peu le lit du virus en se laissant viruser par le virus, c'est-à-dire en se laissant infecter par cette histoire. L'une des manières de lutter contre tout cela est d'opposer notre indifférence absolue. De faire un pas de côté. Ceci n'a pas d'intérêt. Cette épidémie n'a aucun intérêt. Ouais. Cette épidémie a fini par tuer en nous la grâce, la capacité de s'intéresser à autre chose. Alors moi, vous voyez, mon vaccin, moi, c'est de m'en ficher et de n'en pas parler. Et j'écrase cette petite bête par mon indifférence absolue. Je lui crache à la gueule. Moi, j'ai pas du tout ni envie de me faire diriger par des puces électroniques et cybernétiques, ni par des petits virus qui usurpent leur couronne. Eh bien, merci beaucoup Sylvain Tesson, c'est retenu. Et puis, vous avez raison, il faut penser à autre chose et notamment lire Bérésina. C'est la bande dessinée de Virgile Dureuil d'après le récit de Sylvain Tesson et c'est chez Casterman. Merci encore. 7h, 9h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.